Bonjour, bienvenue dans l'espace multimédia Caisse France. Jean-Claude Jacquiot. Cette vidéo est une introduction pratique à l'analyse fonctionnelle du besoin et à la gestion d'exigences par l'exemple, l'étude fonctionnelle d'un stylo de luxe. Durant cette présentation, nous utiliserons la méthode analyste conforme au modèle MISM et à la norme NFX 50 151 153, ainsi que l'outil d'analyse fonctionnelle du besoin et de gestion des exigences en Vision Analyst. Ce film est composé de 8 séquences correspondant aux étapes de l'analyse fonctionnelle du besoin et du suivi de projet. L'expression du besoin, le cycle de vie du projet, l'analyse fonctionnelle externe, l'analyse fonctionnelle interne. Nous utiliserons les blocs diagrammes fonctionnels, puis l'architecture du produit, la production du cahier des charges fonctionnelles et enfin nous terminerons avec le suivi de projet et la gestion d'exigences. Mais avant de commencer, un avertissement. En effet, l'analyse fonctionnelle est une œuvre de l'esprit réalisée souvent par un travail en groupe. Dans ce contexte, la diversité des points de vue est favorable à une bonne analyse fonctionnelle, mais elle est aussi synonyme de polémique et de perte de temps qu'il faut absolument savoir gérer. Nous sommes maintenant prêts pour l'étape 1, l'expression du besoin. Que signifie expression du besoin ? C'est l'analyse explicite de ce que doit recevoir le contexte des besoins, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes sur toute la durée de vie du projet, pour être satisfait du produit, système ou service. C'est la référence qui permettra de garantir la qualité du produit, système ou service et de la valider. Mais comment exprimer un besoin ? J'ouvre le formulaire de cet objet. Eh bien, simplement en répondant aux 3 questions suivantes. À qui le système rend-il service ? Sur qui quoi le système agit-il ? Et dans quel but ? Nous pourrions ajouter 3 questions complémentaires, ici, dans cet onglet. Pourquoi le besoin existe-t-il ? Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer le besoin ? Qu'est-ce qui pourrait faire disparaître ou remettre en cause le besoin ? Pour cet exemple, nous nous contenterons d'une expression du besoin simplifiée qui consiste à répondre à ces questions. L'expression du besoin est terminée, nous pouvons passer à la prochaine étape, définition du cycle de vie. Deuxième partie, définition du cycle de vie. On sélectionne l'étape comme ceci. Le cycle de vie du produit, c'est le séquencement de l'ensemble des phases de vie du projet représenté sur un diagramme. On dit aussi situation de vie ou position d'utilisation. À quoi sert un tel diagramme ? À gérer la complexité des projets importants en permettant par exemple une analyse fonctionnelle par phase, ce qui simplifie beaucoup les diagrammes. À nous aider à recenser de façon exhaustive les milieux extérieurs de chaque phase de vie, ce qui nous permettra de faire l'analyse fonctionnelle externe. Enfin, à fixer des priorités de conception, car on sait dans quelle phase de vie les fonctions seront mises en œuvre. Voici un exemple de cycle de vie pour notre stylo. Une phase de développement, de validation, d'exploitation, de recyclage ou de démantèlement. On passe d'une phase de vie à la suivante lorsqu'un événement décrit par une transition est vrai, comme ceci. Les automaticiens reconnaîtront ici la ressemblance avec un diagramme état-transition. Une phase de vie un peu compliquée peut contenir des sous-phases de vie. C'est ce qu'indique l'ombrage ici. Voici un diagramme de sous-phase de vie. Revenons au diagramme parent. Voyons maintenant comment adapter ce cycle de vie à notre exemple, le stylo. Ce cycle convient presque à notre projet, mais pour le besoin de cette présentation, je souhaiterais y ajouter une phase supplémentaire de maintenance du produit. Cela fera une introduction à la manipulation pratique des éditeurs de diagrammes proposés par l'outil. Pour cela, je vais m'approprier temporairement le diagramme afin de pouvoir le modifier. Je clique ici. Checkout. Maintenant que ce diagramme m'est affecté, ici, j'ai accès à l'éditeur de cycle de vie, ici. Je sélectionne l'objet phase, puis je déplace la souris au bon endroit, comme ceci, pour créer une nouvelle phase de vie sur le diagramme.
Observez que le nom est en rouge. Cela signifie que la syntaxe d'utilisation de cet objet est incorrecte. En effet, la règle prédéfinie par le responsable du projet impose un connecteur de type transition en entrée et en sortie, comme ceci. Je fais une transition en entrée et une transition en sortie. Voilà comment je procède pour créer un cycle de vie valide. L'éditeur facilite grandement mon travail de modélisation en identifiant très tôt les erreurs éventuelles. Je vais maintenant donner un nom à cette phase. Je commence par rentrer le texte. L'outil détecte qu'il existe déjà un nom valide dans la base de données. Je peux en créer un nouveau, mais pour cette présentation, j'accepte cette proposition plus efficace. Je vais maintenant décrire précisément cette nouvelle phase de vie en ouvrant son formulaire, comme ceci. Je dois m'approprier le formulaire pour pouvoir le modifier. Je renseigne le libellé, ici, la description et éventuellement une note d'information. Le travail est terminé, j'enregistre le formulaire. Voilà comment j'ai adapté facilement le cycle de vie à mon besoin. Tous les autres éditeurs de diagrammes de cette présentation fonctionnent exactement de la même façon, ce qui permet un apprentissage de l'outil en très peu de temps. On ne fait que répéter les mêmes actions dans des contextes différents. Cette étape est terminée. Passons à l'étape suivante, l'analyse fonctionnelle d'un stylo. Troisième partie, l'analyse fonctionnelle externe. Cette étape est généralement réalisée par la maîtrise d'ouvrage. Elle commence avec un diagramme d'environnement. Ce diagramme est composé de milieux extérieurs qui représentent les systèmes physiques et les concepts externes qui agissent sur le système. Par exemple, l'écrivain, le support d'écriture, l'encre ou les normes de sécurité. Une ou plusieurs fonctions principales qui relient les milieux extérieurs à travers le système, c'est la flèche noire FP01. Des fonctions de contrainte qui relient les milieux extérieurs au système, flèche rouge pointillée. Elles représentent les contraintes de toutes sortes imposées au système par l'environnement. L'utilisation de l'éditeur du diagramme d'environnement est identique à l'étape précédente. Pour modifier le diagramme, on commence par s'assurer que l'on est bien autorisé à le faire. On fait un checkout ici. Voilà, le diagramme m'appartient et je suis autorisé à sélectionner un type d'objet dans la barre du modèle comme ceci. En déplaçant la souris, je place un nouveau milieu extérieur sur le diagramme. Comme précédemment, il est en erreur car il a besoin d'informations complémentaires. Ici, une fonction de contrainte qui le relie au système, comme ceci. Il est facile de numéroter ces éléments car Envision propose des numéros préenregistrés et adaptés au type d'objet sélectionné, comme ceci, ME06, ME06. Pour le milieu extérieur, pour la fonction de contrainte, FC06. Étudions les fonctions de ce diagramme. Selon le besoin, on en rencontre de différents types. La fonction principale ou de transfert, c'est la fonction pour laquelle le produit est conçu. C'est la racine de l'arborescence des fonctions de service. Un produit peut posséder plusieurs fonctions principales. Par exemple, un stylo doit laisser une trace sur un support, servir de torche ou de clé USB. Les fonctions de service qui redécomposent la fonction principale répondent aux besoins exprimés par le client. Exemple pour le stylo FP01-01, alimenter la pointe avec de l'encre. Les fonctions de contrainte répondent à des attentes obligatoires, normes, textes de loi, brevets, etc. Exemple du stylo FC03, assurer la non-toxicité des composants. On trouve d'autres types de fonctions. Par exemple, des fonctions d'interface. C'est une fonction de contrainte particulière.
Elle définit souvent un protocole de communication, par exemple FP01, permettre une prise en main confortable. Fonction d'estime, un stylo doit contenir des métaux précieux, ou des fonctions secondaires, un stylo doit posséder un étui de rangement. Étudions maintenant l'expression qualitative d'une fonction. Une fonction, c'est l'action d'un produit ou de l'un de ses composants exprimé exclusivement en termes de finalité. Selon la norme, une fonction est identifiée par un numéro, fp. Elle est formulée par un verbe à l'infinitif, une action, suivi d'un ou plusieurs compléments d'objets sur qui, sur quoi. Je vais ouvrir le formulaire de la fonction, le libeller, laisser une trace sur un support. Le choix de la formulation est stratégique. Elle reprend le contenu de la ou des bulles de l'environnement qu'elle relie. Elle ne doit pas préjuger ni d'une solution ni d'un principe technique. Par exemple, lier plutôt que visser. Il faut choisir des verbes d'action plutôt que la forme passive, faire plutôt que permettre. Enfin, ne créer une nouvelle fonction que lorsque c'est indispensable. La définition d'une fonction peut être précisée avec d'autres attributs propres aux spécificités du projet. Par exemple, pour gérer la priorité, le domaine, le statut. Ou pour définir les paramètres des modes de défaillance, comme ici, si une analyse de risque est envisagée par la suite. C'est déjà de la gestion d'exigence. Une fonction de haut niveau est souvent décomposée en sous-fonctions, comme ceci. Pour notre stylo, la fonction principale fp01 est composée de 4 fonctions de service. L'ombrage, ici, indique que ces fonctions sont elles-mêmes redécomposées en sous-fonctions de service, comme ceci. Et ainsi de suite, sans limitation de profondeur autre que celle imposée par l'objectif du projet. En faisant de la sorte, nous construisons une structure de fonctions qui représente l'arborescence fonctionnelle de l'expression du besoin. C'est le but de l'analyse fonctionnelle. Une fonction de service de base qui ne contient aucune autre fonction doit être caractérisée. La caractérisation, c'est l'expression quantitative d'une fonction. C'est la définition de critères d'appréciation qui permettront de valider le choix d'une solution technique pour cette fonction. Les critères d'appréciation correspondent aux caractères retenus pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte respectée. Plusieurs critères sont possibles, par exemple la largeur, la couleur, la durée de vie, ou dans cet exemple, le délai d'arrivée de l'encre. Voilà pour un critère. La performance d'un critère est décrite par un ou plusieurs niveaux de performance. C'est la quantification d'un critère avec une échelle d'appréciation ou tolérance. Un critère peut avoir plusieurs niveaux. Chaque niveau comprend au minimum un degré de performance, exemple 1 seconde avec une limite ou une tolérance de plus ou moins 0,5 secondes. Une flexibilité, voilà un niveau. Une flexibilité, par exemple F0 obligatoire ou F1 négociable, ce sont des termes normalisés. D'autres paramètres peuvent être ajoutés, par exemple un taux d'échange utile pour l'analyse de la valeur. L'analyse fonctionnelle est terminée lorsque toutes les fonctions et les sous-fonctions de service et de contrainte sont définies et caractérisées. Revenons à la racine de notre fonction, comme ceci. Quels sont les bénéfices de l'analyse fonctionnelle externe? Le libellé des fonctions avec leurs critères d'appréciation et leur niveau d'acceptation constitue le fond essentiel du cahier des charges fonctionnelles. C'est la référence pragmatique pour concevoir ou reconcevoir un produit, un système ou un service. C'est la Bible et la cible pour construire la qualité. Elle permet de justifier les coûts. Une fonction égale un coût. Ceci termine l'étape d'analyse fonctionnelle externe de notre stylo. Quatrième partie, l'analyse fonctionnelle interne. Cette étape est réalisée par la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'organisation chargée de concevoir le produit. Elle a pour objectif de faire correspondre des fonctions techniques aux fonctions de besoin. Nous utilisons pour cette étape une méthode universellement connue, SADT, Structure Analysis and Design Technique.
Sur ce diagramme de premier niveau SADT, on commence par placer la fonction principale héritée de l'analyse fonctionnelle externe au travers de la base de données, ce qui par ailleurs assure la traçabilité. Elle est représentée par une boîte reliée à son environnement par des flux de matière, d'énergie ou d'information. La notion de flux est une des raisons les plus importantes du choix de cette méthode. En pratique, nous reprenons chacune des fonctions de besoin que nous déclinons. On dit aussi dériver ou décomposer en fonction technique. Pour décomposer une fonction, il suffit de double-cliquer comme ceci. Nous arrivons dans un nouveau diagramme SADT de niveau inférieur, qui raffine notre compréhension de la fonction parente. La fonction fp01, laissée une trace sur un support, est composée de 4 sous-fonctions. Attention, les flux en entrée et en sortie doivent respecter une syntaxe précise, sinon Envision signale une erreur et rend l'enregistrement impossible. L'outil vérifie également si en décomposant nous n'avons pas perdu de l'information provenant du diagramme parent. Dans cette éventualité, Envision propose d'ajouter automatiquement les flux manquants. C'est un outil de qualité bien pratique pour assurer la cohérence globale du projet. En réalité, c'est un peu plus compliqué car, comme les fonctions, les flux peuvent se redécomposer en sous-flux. Cet exemple est trop simple pour avoir ce type de représentation, mais on peut intégrer les flux comme des structures de sous-flux sans limitation de profondeur. L'outil gère sans difficulté cette fonctionnalité. Le risque est qu'il est possible de créer des sous-flux qui au fil du temps ne sont plus utilisés par aucune fonction. On appelle cela des flux orphelins. Envision les détecte et vous permet de les supprimer. Encore une fois, la qualité est augmentée, le dictionnaire de flux de données est optimisé. Pour la suite de l'analyse, on s'intéresse aux autres fonctions du diagramme en les redécomposant de façon récursive, comme ici avec la fonction fp01-01, et ceci jusqu'à atteindre le but fixé par le responsable du projet. À la fin, nous obtenons une arborescence de diagrammes SADT et de flux qui représente la structure fonctionnelle interne du projet. Comme pour les fonctions de besoin, on caractérise des fonctions techniques avec des critères et des niveaux. Toutes ces opérations réalisées, on termine l'analyse fonctionnelle en revenant au niveau du projet. À ce stade, nous avons fini à proprement parler l'analyse fonctionnelle du stylo. Nous pourrions déjà produire un cahier des charges fonctionnel, mais pour simplifier cet exposé, nous allons regrouper ce qui concerne la documentation en fin de présentation. Continuons donc avec la prochaine étape. Cinquième partie, bloc diagramme fonctionnel. Dans notre liste des tâches qui restent à effectuer, je sélectionne l'étape bloc diagramme fonctionnel. En étudiant les fonctions de service de haut niveau de cet exemple, nous pouvons facilement envisager de les regrouper logiquement dans 4 blocs fonctionnels. Ici, ce sont les boîtes bleues. L'intérêt de ce type de diagramme est de montrer le cheminement des fonctions au travers d'une structure de blocs fonctionnels. Cette représentation est particulièrement adaptée au système mécanique où l'on peut aisément identifier et caractériser les fonctions d'interface entre les blocs. C'est le cas pour notre stylo avec l'interface FI02, ici. Assurer la fixation du support de pointe. Afin de maîtriser la complexité éventuelle d'un tel diagramme, il est possible de structurer ces composants en sous-blocs diagrammes fonctionnels, comme ceci. Voici un sous-bloc diagramme fonctionnel. Envision a bien évidemment vérifié la cohérence entre les deux vues, sinon nous aurions eu un message d'erreur. Revenons au diagramme parent. Dérivé automatiquement du bloc diagramme fonctionnel, voici le tableau d'analyse fonctionnelle, ou TAF. Je clique dessus. Dans ces cellules, nous pouvons lire si la fonction est créée, utilisée ou modifiée par le bloc. Les blocs diagrammes fonctionnels sont la première étape pour définir l'architecture finale du produit. Je peux cliquer sur les en-têtes ou les lignes de colonne pour trier l'information et faciliter sa lecture, comme ceci. Cette étape est terminée. Nous sommes prêts pour l'étape finale d'analyse fonctionnelle, l'architecture produit.
Sixième partie, l'architecture produit. Sélectionnons la prochaine étape, l'architecture produit. Dans cette vue, nous reprenons les blocs fonctionnels du modèle précédent et les regroupons dans des sous-systèmes. Pour les petits projets tels que le stylo, un bloc correspond souvent à un sous-système, mais cela n'est pas systématiquement le cas dans les projets plus importants, où les sous-systèmes correspondent souvent à des solutions ou à des équipements préexistants ou sur étagère. Un sous-système peut être décomposé en plusieurs sous-systèmes sans limitation de niveau, comme ceci. Par exemple, jusqu'à un niveau équipement. Les sous-systèmes sont reliés entre eux par des interfaces. Fonctions d'interface, ces interfaces peuvent elles-mêmes être décomposées en sous-interfaces, sous-fonctions d'interface. À chaque niveau de décomposition, nous pouvons caractériser les sous-systèmes en leur affectant leurs propres fonctions de service provenant de la phase d'analyse fonctionnelle interne, comme ceci. Envision on facilite cette tâche en récupérant dans la base de données les fonctions techniques. La traçabilité est alors assurée. Cette dernière étape correspond à la fin de notre étude. Nous sommes maintenant prêts pour générer la documentation du projet. Septième partie, génération de tableau de bord et production du cahier des charges du projet. Tous nos efforts vont maintenant porter leurs fruits avec d'une part la facilité de production des livrables, cahier des charges fonctionnelles et spécifications techniques du besoin, et d'autre part le suivi du projet pendant sa conception. En effet, les fonctions de l'analyse fonctionnelle produites par la maîtrise d'ouvrage deviendront les exigences à réaliser par la maîtrise d'œuvre. Pour le suivi dynamique, l'outil propose un générateur paramétrable de tableaux de bord pour analyser et effectuer des changements directement à partir de tableaux créés par l'utilisateur, comme celui-ci. Je clique sur le tableau. Voici un tableau de navigation hiérarchique dans les exigences. Je vais ouvrir ici la fonction fp01, puis à nouveau qui se redécompose en sous-fonctions. Nous arrivons maintenant au niveau des critères et nous pouvons aller jusqu'au niveau de performance avec la flexibilité. Il est possible de modifier l'information à partir de ces tableaux. Je ferme. Pour générer au format Word le cahier des charges fonctionnel du stylo, il suffit de faire 3 clics, comme ceci. 1, 2 et 3. Le document est compilé avec les dernières mises à jour dans la base dans un environnement multi-utilisateur, puis formaté et exporté vers Word selon votre propre format de documentation spécifié dans des templates. Voici le document final. Envision a ouvert Word. On peut générer tout type de documents vers Word, Excel ou en HTML. Il suffit que l'information soit dans la base de données et que les formats soient décrits dans des templates. La génération automatique de documents permet de livrer de la documentation à jour et complète. Elle est la source d'une augmentation significative de la valeur ajoutée des analystes et des concepteurs qui ne passent plus leur temps à faire du Word, mais plutôt à réfléchir et à analyser le système. La production automatique de la documentation est un élément clé de la qualité. Le projet peut maintenant être conçu et confié à la maîtrise d'œuvre. Afin d'être sûr que le produit sera conforme au cahier des charges, nous allons le suivre dans toutes les étapes de sa réalisation. C'est l'objet de l'étape suivante. Huitième et dernière partie, gestion des exigences et suivi de projet. Dans cette étude, les fonctions du cahier des charges deviennent les exigences à réaliser par la maîtrise d'œuvre. Fonctions et exigences partagent donc la même base de données. Cette configuration facilite grandement les choses car elle crée un lien direct de traçabilité entre les phases d'analyse fonctionnelle et le suivi de projet. Dans le cas de sous-traitance, les exigences sont souvent reçues sous forme de fichiers, Word, PDF, Excel, et la plupart du temps sans format spécifique. Il peut être alors nécessaire de les identifier une par une avant de les importer dans le référentiel du projet. Bien que des outils d'aide à l'identification et à l'importation d'exigences soient proposés, cette tâche reste un gros travail de lecture et est source d'erreurs. D'où l'intérêt d'une solution intégrée, analyse fonctionnelle, gestion d'exigences. Pour notre stylo, la liste des fonctions de service devient automatiquement la liste des exigences, comme ceci.
Voici la liste des exigences et nous pouvons naviguer dans leur structure comme ceci. J'ouvre la fonction, voici ses sous-fonctions, qui est redécomposée en sous-fonctions. Et ici on atteint le niveau du critère, et là le niveau de performance. Ces exigences sont par nature essentiellement évolutives. De nouvelles exigences peuvent être ajoutées, d'autres supprimées, d'autres modifiées à partir de ces listes. Ceci a des conséquences sur le reste du projet et il convient d'identifier, de tracer, les éléments impactés. Cela a aussi des conséquences sur le statut global du projet qu'il est nécessaire de connaître à tout moment. Pendant la durée du cycle de vie, de nombreuses difficultés surgissent. Certaines exigences posent des problèmes de spécification, d'autres de réalisation. Pour gérer cette éventualité, nous créons un point ouvert. J'ouvre une exigence, par exemple celle-ci, et je vais dans l'onglet « Saisie d'un point ouvert ». On y affecte un responsable du suivi, différentes dates d'ouverture, d'objectifs, de fermeture, on décrit les tâches à réaliser et on précise le statut du point ouvert. Je ferme le formulaire. Imaginons dans notre exemple qu'en phase d'exploitation, on découvre un dysfonctionnement de l'alimentation en encre de la pointe du stylo. Trop d'encre d'un seul coup ou pas assez. Regardons quel serait l'impact d'une modification de l'exigence concernée qui définit comment contrôler le débit d'arrivée de l'encre. Imaginons toujours que je ne me souvienne plus de son numéro. Utilisons alors l'explorateur pour nous aider à rechercher cette exigence dans une forêt d'informations. J'ouvre l'explorateur. Pour faire une recherche étendue, je tape le mot-clé « Contrôler ». Et je lance la recherche. La réponse ne tarde pas. L'outil affiche tous les endroits où ce texte est mentionné. Je vois qu'il s'agit de l'exigence FP01-01. Je pourrais la modifier maintenant en double-cliquant sur cette ligne, mais avant vérifions quels sont les éléments qui seront impactés par cette modification. Utilisons la commande ShowWhereUse comme ceci. En vision affiche les résultats, 3 éléments sont concernés. La fonction exigence parent, FP01-01 dans la vue analyse externe, la même FP01-01 mais dans la vue SADT de l'analyse fonctionnelle interne, enfin dans la vue fonction du sous-système S01-01. Ouvrons le sous-système et regardons le niveau de performance du critère débit. Voilà, j'ouvre le sous-système, je vais dans l'exigence concernée, j'arrive au critère débit d'encre, et voici son niveau de performance. Ouvrons le formulaire du niveau. Je m'approprie le formulaire afin de pouvoir le modifier et je modifie le débit de 0,5 ici à 0,3 ml par centimètre. Profitons-en pour changer la flexibilité de négociable F1 à obligatoire F0. Maintenant, revenons au niveau de l'exigence, donc je sauvegarde. Je reviens au niveau de l'exigence parente, ici, et j'ouvre son formulaire. J'indique les raisons, je m'approprie le formulaire, j'indique les raisons du changement. Niveau de performance. Profitons-en pour améliorer la qualité du libellé. Contrôler le débit de l'encre. Contrôler le débit d'encre. Comme ceci. Observons que les champs statut et validé s'effacent automatiquement, ici. L'expert prévenu automatiquement par email devra revalider les changements. Pour le besoin de la démonstration, j'ai également les privilèges de l'expert. Je peux donc réactualiser le statut et le nom du vérificateur s'affiche automatiquement, comme ceci.
Une exigence sans statut sera indiquée en erreur et ne pourra pas être enregistrée dans le référentiel partagé tant que l'erreur existe. Je sauvegarde. Ceci termine cette partie et nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous inciteront à essayer l'analyse fonctionnelle dans votre prochain projet. Vous verrez, c'est finalement très facile et très enrichissant. Merci et à bientôt pour une autre vidéo sur l'analyse de risque ou l'architecture d'entreprise.